Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Expert avec Enjoy Family. Je suis Salomé, cofondatrice de Gazouille, l'app des parents pour les aider à suivre et comprendre l'éveil de leur enfant. Et je suis avec Enola, fondatrice de Nuema, coach parental. Et nous allons ensemble parler d'une nouvelle lecture du comportement des jeunes enfants. Bonjour Enola, quelques mots pour te présenter? Bonjour Salomé, merci de m'accueillir sur le podcast. Pour me présenter, donc je suis coach parental comme tu l'as indiqué. Et moi, mon objectif au quotidien, c'est d'accompagner les parents dans leur identité parentale sur ce cheminement-là. Je les invite à prendre plus de recul, à poser un regard différent sur les comportements et les émotions de leurs tout petits en dessous de 6 ans. Et à côté de ça, j'accompagne aussi les professionnels sur ce même cheminement autour de la parentalité et de l'accompagnement des parents. Génial. Et donc comme évoqué, on va parler ensemble d'une nouvelle lecture du comportement. Mais Enola, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'un comportement en fait? Oui, alors si on prend la définition générale, on va pouvoir lire que les comportements, ce sont des manières d'être et d'agir qui sont observables. Ça signifie un petit peu que les comportements sont donc visibles, que c'est ce que l'on observe directement, comme quand on croise les bras, qu'on s'embrasse, qu'on te fait un câlin, que quelqu'un crie ou s'enfuit, etc. À côté de ça, on sait aussi que ça correspond à un moment T et que ce comportement peut donc changer en fonction de plein de facteurs comme l'environnement, l'entourage, les émotions, etc. En plus Mmh. de ça, on sait que les comportements sont une communication et l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en dernier lieu, on a tendance en fait un petit peu à généraliser ou tirer des conclusions, c'est-à-dire qu'on va définir une personne en fonction de son comportement à un moment donné. Par exemple, si on voit un enfant hurler dans un magasin, on peut avoir tendance à se dire qu'il fait un caprice sans nécessairement tenir compte du fait que c'est un endroit surstimulant. Et on peut aussi penser que le comportement est dirigé contre nous. Par exemple, si un enfant a un geste agressif, on peut avoir tendance à se dire que il le fait contre moi, qu'il me cherche. Mais finalement, les êtres humains sont très égocentrés et bien que le comportement semble contre nous, il est plutôt une histoire de communication envers nous. J'essaye de faire passer un message. C'est ça, donc en fait, pas faire de raccourcis. Et tu parles beaucoup de regarder au-delà du comportement. J'ai regardé dans les contenus un peu que tu rédiges. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça signifie Oui, bien sûr. regarder au-delà? Ouais, en fait, quand on observe un petit peu les interventions éducatives actuelles, on peut voir qu'on se focalise vachement sur le comportement de l'enfant, sur le qu'est-ce qu'il est en train de faire. On va observer ça et agir sur cela. Et donc, on a tendance à se concentrer finalement sur le symptôme, sur la partie visible de l'iceberg. On va donc avoir tendance à avoir des comportements qui se répètent, qui s'intensifient, ou alors il peut Mmh. disparaître, mais d'autres symptômes vont apparaître. Voir au-delà du comportement, c'est se concentrer sur la cause, sur ce qu'il se passe à l'intérieur de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Quel est son besoin? Quelle est la situation? On s'occupe donc de l'enfant, de qui il est, et non pas de ce qu'il fait sur un moment donné. Un exemple hyper concret de ça, c'est celui de la faim. Lorsqu'on a faim, on va venir modifier notre physiologie. On va peut-être ressentir un peu plus de frustration, d'irritabilité, être fatigué et plus Mmh. émotif. Dans le comportement, un Complètement. enfant peut pleurer, réclamer, être moins patient, s'agacer, etc. On va voir ça et on va avoir tendance à se dire, ah mais oui, mais il a pas mangé depuis 11 heures, il est 15 heures, forcément il a faim. Et donc là, soit on va le nourrir, soit on va être plus tolérant face à ces comportements. Donc finalement, on a directement été voir la cause. OK, donc en fait, on va aller un peu plus loin, essayer de l'observer et qu'est-ce qu'on va chercher à repérer très exactement? On va pouvoir chercher à repérer quels sont ses besoins, quelles sont ses émotions, quelle est la situation, comme l'exemple tout à l'heure du magasin est très parlant, c'est-à-dire que quand on voit le comportement, on se dit mais il fait un caprice. Finalement, on regarde autour de nous et se dit en fait, il y a beaucoup de stimulation pour un petit bout de 2 ans et demi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va repérer qui ne concernent pas directement le comportement et les faits finalement. Oui, je trouve que tes exemples sont ultra représentatifs en fait, du caprice dans le magasin où, ceux qui ont pas d'enfants vont se dire, «Ah mais il hurle», alors que derrière il se passe tellement de choses. Et comment en fait se positionner face à ces comportements un peu inadaptés? Si par exemple il va avoir, des gestes agressifs ou s'il va dire des gros mots, comment tu conseillerais de se positionner?
Ouais, alors la première chose déjà, c'est de se rendre compte que quand on est face à des gestes agressifs, des gros mots comme tu l'as dit, ou des tempêtes émotionnelles, des enfants qui nous répondent, on est plus vite déstabilisé. Le cheminement que j'ai fait pour la fin est beaucoup moins évident parce que là, on est face à nos propres émotions, donc l'énervement, du stress, de la pression, des inquiétudes, etc. Il y a notre ego, nos mécanismes de défense, nos blessures, nos croyances, nos limites, notre zone de tolérance. En fait, on traîne avec nous tout ce bagage-là qui est plus ou moins lourd et qui, face à des comportements et des émotions que l'on va dire intenses, là, on est déstabilisé. Et ça va avoir tendance à entraîner chez l'adulte des comportements que l'on va dire de réaction. Donc, Mhm. généralement, ça va être voilà de l'exclusion, par exemple. Donc, en fait, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de tous ces mécanismes-là pour sortir du cercle vicieux de la surréaction qui va avoir tendance à Ok. fragiliser la relation, déconnecter et éloigner. Et à côté de ça, cette prise de conscience, elle va aussi être une porte ouverte à la considération de soi. Qu'est-ce que moi je ressens? Est-ce que je suis disponible pour mon enfant? Et moi aussi, de quoi j'ai besoin finalement? Et Ouais, en on fait, va pouvoir s'écouter. aussi s'offrir de la tolérance. Ouais, c'est ça. On va s'offrir du coup de la tolérance, un droit à l'erreur et un droit à la réévaluation de la situation. Donc on va éviter de cristalliser ou bloquer la situation ou le comportement. Donc finalement, on est bien plus ouvert. D'ailleurs, pour les parents qui sont parfois proches de la perte de contrôle, j'ai un petit mantra qui peut vous aider qui dit: «Son comportement n'est pas contre moi, il s'agit seulement d'une tentative maladroite de sa part de me dire quelque chose». Ça aide à ne pas plonger dans la surréaction. Ouais, c'est ça et puis finalement, ça évite vraiment d'entrer directement dans le conflit, surtout avec des tout petits. Et du coup, on va vraiment passer de la réaction à l'observation. Donc, quand on est face à un comportement inadapté, surtout s'il y a des gestes agressifs, la première chose à faire, c'est évidemment, sur le moment, d'arrêter le comportement avec douceur. Encore une fois, on se concentre sur l'enfant. Donc, on peut se mettre à sa hauteur, le retirer, l'emmener un petit peu plus loin. Et ensuite, en fait, on va être dans l'exploration. Qu'est-ce qui se passe de la situation, l'environnement, qu'est-ce qu'il ressent? On va se reposer les mêmes questions et l'important, ça va être d'offrir à l'enfant des alternatives à son comportement et permettre un espace d'écoute et de questionnement. Par exemple, par rapport à un enfant qui va avoir, par exemple, un geste violent sur son frère ou sa sœur, donc si sur le moment, il est empreint d'émotions qui sont trop intenses, la première action, ça va être donc d'arrêter le comportement, de revenir à un état plus stable, donc en proposant un câlin, un moment seul, un bisou, quelque chose qui peut parler à l'enfant et ensuite d'offrir des alternatives. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de faire ça, tu as tes jouets à toi. Voilà, on va vraiment aller proposer autre chose pour que ce comportement inadapté devienne petit à petit plus adapté à la situation. Ouais, vraiment accompagner, en fait, ça. Voilà, c'est ça. Et c'est possible, en fait, dans ces situations que tu décris, qui je trouve, représentent pas mal le quotidien, de s'inquiéter, et de se dire: «Est-ce que, il se développe mal? Est-ce que, ce comportement, c'est parce que son développement n'est pas normal?» Comment repérer si, c'est extrême ou si c'est juste normal, en fait? Mmh. Bah, alors enfin, cette question-là, déjà, elle est hyper intéressante et hyper importante, parce qu'effectivement, il y a des comportements qui sont liés au développement de l'enfant, c'est-à-dire à un manque de maturité et de capacité. Si on prend un exemple, encore une fois, très simple, un enfant de 14 mois qui marche pas, on va pas forcément s'inquiéter. Un enfant de 3 ans qui ne marche pas, on va tout de suite se poser des questions. Ce qui est important de se dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre, tout ce qui se passe dans le développement de l'enfant, pour faire face à ces questions-là. La première chose, évidemment, c'est de ne pas hésiter à aller poser des questions, soit à d'autres parents qui ont des enfants du même âge, soit à des professionnels de santé. Il faut vraiment pas hésiter parce que ces questions sont très importantes et que, évidemment, on n'accompagnera pas de la même manière un enfant de 22 mois qui a un geste agressif qu'un enfant de 5, 6 ans. Génial. Ben Enola, c'est super clair. Est-ce que tu as, un petit conseil de lecture, un livre, pour enfants que tu as l'habitude de conseiller pour cette dernière minute ou pas? Le livre que je pourrais conseiller pour les enfants sur les émotions, c'est évidemment La couleur des émotions parce que je le trouve extrêmement parlant dans le sens où il est accessible pour les enfants. Il y a des couleurs, c'est imagé, on comprend un petit peu ce qui se passe au niveau de la colère, c'est rouge, au niveau de la tristesse, c'est un petit peu bleu. Voilà, on peut vraiment explorer de plein de manières sensorielles différentes les émotions et donc l'adapter complètement à l'âge de l'enfant et à la sensibilité de l'enfant. Et le deuxième que je trouve hyper intéressant, qui est vraiment axé tout petit, donc en dessous de 3 ans, voire en dessous de 2 ans, c'est le livre qui s'appelle Mes petites émotions. Donc là,
c'est un livre qui est un petit peu plus tactile. Par exemple, le petit panda avec un petit truc, on peut le faire pleurer, etc. Donc là, c'est beaucoup pareil, c'est plus visible et c'est très accessible aux tout petits. Donc voilà. Génial, merci Enola. Merci pour ton temps, merci pour ces conseils ultra précieux. Et puis, à bientôt. Oui, merci à toi de m'avoir accueilli. À bientôt.